Lorsqu'il a fini son doctorat à Tokyo, il est venu travailler en fait 6 mois à Paris avec le professeur Coiffé, qui lui avait demandé de créer une commission nationale de la robotique en France pour les travaux publics. Ensuite, il a été professeur donc pendant 8 ans à l'université de Karlsruhe et il est depuis 15 ans à l'université de Munich dans un département qu'il a créé, si vous voulez, qui est un département multidisciplinaire dans lequel en fait il y a 10 disciplines qui sont associées, donc en dehors de l'architecture strictement. Par ailleurs, donc Thomas Bock est membre de l'Académie des sciences de Russie. Il travaille énormément avec des professeurs japonais. Et c'est au Japon, en fait, que la majorité des expérimentations se font sur la construction aussi bien que sur la démolition. Et vous allez voir aussi que son approche, c'est une approche qui n'est pas strictement technologique, mais qui est très ouverte aussi à des questions sociétales et même, on dirait, de philosophie, de comment peut évoluer la société dans son environnement. Voilà, je te passe la parole. Ok, merci bien, Marc, pour m'inviter ici. Mais aujourd'hui, je montre seulement les machines, la technologie. Et je pensais à vous d'obtenir une inspiration. Comme j'étais au Japon, pour les architectes, c'est toujours intéressant l'architecture japonaise, comme ici à Shirakawago. Et ce que j'ai étudié premièrement, comme je suis arrivé au Japon, c'était l'architecture ancienne. Et je suis devenu ami avec une charpentier de temple. Il faut être spécialiste, il doit étudier plus que 15 années pour devenir charpentier, pour construire et faire les réparations sur le temple ancien. Et vous connaissez tout ça, c'est sur les petites maisons anciennes où se trouve la cérémonie de thé. Et au commencement, j'ai analysé la construction de structures anciennes en bois, en Japon, et on a désassemblé les structures pour comprendre la stratégie de la construction de la structure. Et c'était très intéressant parce que on a découvert que ça c'est une technologie très spéciale, aussi très forte pendant les tremblements de terre. Et moi, j'ai intéressé comment est-ce qu'on pourrait acheter presque la même qualité dans les moyens modernes. Parce que le problème, c'est maintenant, les coûts de personnel, c'est très cher. Alors, on a développé une machine qui pourrait couper tous les joints traditionnels. Et si vous visitez mon laboratoire une fois à Munich, j'ai une ancienne copie d'une colonne, d'un temple ancien qui a été construit il y a 1200 années. Alors, c'est très intéressant pour les architectes de faire des analyses. Mais un peu la différence, c'est les détails. Parce que l'outil maintenant, ça tourne, c'est rond, ça veut dire on ne peut pas couper comme à gauche, ça devient toujours une détail ronde. Alors ça veut dire c'est l'outil qui va influencer le dessin et aussi la forme. C'est un peu comme Jean Prouvé, il a dessiné ces maisons. Alors la prochaine étape, c'était pas seulement couper les poutres et les colonnes, mais de produire tous les éléments préfabriqués dans une usine automatisée, comme ça. Alors, maintenant, on pourrait préfabriquer tous les éléments avec les fenêtres et tout se trouve dedans déjà. Et aussi, si on a une nouvelle technologie comme l'automobile, par exemple, ça commence toujours avec une relation d'une autre technologie qui existe déjà, comme les chars. Les chars,
Et ça veut dire, la première voiture, c'était comme le chariot, et après, la forme de voiture a changé. Et aussi, ici, on voit le Model T de Henry Ford. Et premièrement, comme je suis arrivé au Japon, j'ai essayé de assembler des blocs avec un robot. Et ce qu'on fait, si on commence, on prend une technologie qui existe et on a dessiné tous les systèmes. Et le problème, c'est que comme je suis architecte, le problème c'était comment achever une très grande flexibilité de dessin. Ça veut dire avec les briques, on peut achever toute flexibilité. Mais avec une mobile home, comme dans les États-Unis, on n'a pas une très grande flexibilité. Alors j'ai cherché de développer quelque chose qui est une combination de tous les deux extrêmes. Alors ça veut dire on pourrait assembler des systèmes de très petites blocs ou briques très vite avec un robot. Alors on peut achever une dessin qui est très flexible et très vite dans le même temps. Parce que maintenant, ça coûte cher, toutes les main-d'œuvre sur le chantier. Et aussi, ça veut dire toute la structure doit changer si on va utiliser, implémenter une nouvelle technologie de production. Normalement, c'est la plupart des œuvres sur le chantier, mais dans la future, si on va introduire la robotique, c'est l'envers. On va préfabriquer la plupart des bâtiments. L'assemblage final se trouve sur le chantier seulement. Alors on doit aussi changer le dessin pour dessiner quelque chose qui est plus facile à assembler. C'est très simple. Et ici, j'ai dessiné une bloc qui est un peu comme qui semble un peu le bloc de Lego. Et j'ai dessiné aussi la main de la robot. Et alors c'est toujours très important que les architectes, ils aussi pensent à la machine, à l'outil, comme les anciens maîtres qui ont dessiné les cathédrales françaises, par exemple. Et ici, vous verrez tout cet détail qui est maintenant dessiné pour assemblage robotique. Et aussi, c'était très difficile parce qu'en Japon, on a un tremblement de terre. Alors, j'ai dû connecter les blocs. Chacun, c'était pas facile, parce que tout était automatique. Et aussi, on doit décider très précisément où se trouve le matériau, où on présente le matériau pour les robots. Alors ça veut dire tout le dessin de chantier est très précis, c'est un peu comme dans l'hôpital. Et toutes les choses sont très déterminées et décidées exactement. Alors ici, vous verrez un peu les détails qui ressemblent les Lego. Et ici, vous verrez un assemblage. C'était le premier robot il y a 29 années. Alors, à 7 ans, c'était très difficile de programmer les robots. Maintenant, c'est très facile. Si vous commencez à développer un programme, maintenant, c'est pas difficile. Mais il y a presque 30 années, c'était une tâche énorme. Parce que le robot est principalement stupide. On doit dire toutes les choses au robot, ce qu'il doit faire. Alors c'est comme un aveugle. Alors à gauche, vous verrez le changement de dessin pour faire l'assemblage et le joindre automatiquement des blocs différents. Et aussi des capteurs dans la main robotique. C'était, on doit être sûr que le bloc se trouve sur la palette et la position de la palette et toutes les capteurs, c'était une tâche énorme. Alors c'est très important qu'on va penser à toutes les choses, tous les processus sur le chantier. Ça veut dire décider chaque étape. Et ici, vous voyez le problème de la accuracy, la précision, c'est pas très haut.
Le robot a assemblé, mais la précision c'est pas très haut. C'était un problème. On a changé la prochaine fois. Et ici, vous verrez une usine qui fabrique les murs de briques. Alors ici, on doit décider la séquence d'assemblage pour assembler une mur en briques. Et le robot, c'était la première fois, le robot a cassé quelques briques. Alors, on peut apprendre beaucoup par défaut, par exemple. Moi, je montre toujours les choses qui a un faux parce qu'on peut apprendre plus si on analyse les faux. Et ici, on a assemblé le mur et après, les murs sont transportés sur le chantier. Et c'était un autre robot que j'ai dessiné, c'était un robot modulaire que j'ai dessiné à l'Université de Karlsruhe. Et aussi le maire de robot. Et tous les blocs, c'était des blocs spéciaux. Et ici, on a fait une autre méthode d'assembler les murs. C'était maintenant une production horizontale. Alors, c'était plus facile parce qu'on met seulement les briques sur une table et on met toutes les installations dedans et après le béton. Et ça, c'est le même système pour une usine automatisée pour la préfabrication des panneaux en béton, soit les murs, soit les planchers, soit les toitures. Alors maintenant, ça devient un système à multiples fonctions. Il y a dans les usines conventionnelles de la préfabrication des éléments de béton, on a toujours pour chaque élément une ligne séparée. Ça veut dire une ligne pour les murs et une pour les plafonds et pour les colonnes et pour les poutres. Mais maintenant, avec la technologie robotique, on peut établir un système de production à multiples éléments différents. Et maintenant, les robots mettent tous les aciers et après le béton. Et ça, c'est le plus moderne usine maintenant qui se trouve en Angleterre. C'est tout automatisé pour la préfabrication des éléments en béton. Et une fois, il y a environ 20 années, c'était Franco Chieri, il a gagné un concours en Allemagne. Et alors moi, j'ai proposé, on pourrait faire ça avec un robot. Mais tout le monde a pensé que ça sera pas possible. Et alors, j'ai acheté le software de CATIA, c'est une compagnie, Dassault, c'est une compagnie française pour les avions. Et ils étaient très avancés. Et moi, j'ai utilisé cette software CATIA de Dassault pour couper les formes négatives par styrofoam. Et après, on a mis l'acier et le béton. Alors, on pourrait produire même des formes très difficiles avec cet système. Et maintenant, je vais parler un peu sur Toyota, parce que Toyota produit par les voitures, mais aussi les maisons. Et c'était la raison, comme j'étais à Chicago, Marc et moi, nous connaissons une ami, un professeur qui est mort, malheureusement maintenant c'était professeur Takayama, et il m'a dit que Toyota fait aussi les maisons préfabriquées, et cela m'intéressait beaucoup. Alors, je suis allé à Tokyo pour étudier le système japonais, et c'était, à mon avis, c'est encore le plus avancé de tout le monde. Et qu'est-ce que la différence entre le système japonais et tout le reste du monde, c'est que Toyota et Sekisui et toutes les autres compagnies ont un système de développement comme pour les maisons, comme pour les voitures. Ça veut dire, s'ils dessinent une maison, on fait tous les tests avant de vendre ça. Alors ça veut dire on n'a pas un problème de qualité.
Il donne les garanties, par exemple, qui durent 20, 30 années parce que la qualité est très bonne. Et même pendant les tremblements de terre, toutes les maisons préfabriquées n'écrasent pas. Alors ici, vous voyez un centre de test pour la situation, la neige en Hokkaido. Par exemple, à Asahikawa, c'est 45 degrés sous zéro. Et aussi, on teste peut-être la condition de Okinawa où on a de très forts vents, les vents pour contre et avec la pluie. Et si le test va bien, on va produire et vendre cette maison. Et ici, c'est une compagnie de Sekisui. C'est en effet une compagnie chimique qui a entré la marché de bâtiments. Et c'est la plus avancée système de préfabrication. C'est le même système qui contrôle les usines de Toyota, c'est le système Andon. Et ça contrôle aussi les usines de préfabrication. Par exemple, ici, c'est Sekisui House pour préfabriquer les éléments en acier. Et toutes les jointres sont préfabriquées par robot. La soudage des robots ici, et après les panneaux sont finis, les clients pourraient choisir parmi 1 ou 2 millions de possibilités différentes. Et ça pas un problème parce que tout est fait par ordinateur. Alors, si on a une compagnie traditionnelle, par exemple en Allemagne, qui fait aussi les maisons préfabriquées, ils ont seulement une variation des éléments, environ 5000 éléments différents. Mais les Japonais, à cause de tout est automatisé, tout est dans l'ordinateur, c'est entre 1 ou 2 millions d'éléments différents. Alors, maintenant, ça existe la possibilité d'avoir une production personnalisée. C'est pas comme l'ancien temps. On a comme les grands ensembles. Vous connaissez les grands ensembles ici en France, on a la même en Allemagne, en la Russie, c'était toutes les mêmes panneaux, les mêmes dimensions. Mais maintenant, c'est possible à cause de la production flexible avec les robots de produire des éléments très individuels. Et ça, c'est la plus avancée assemblage. C'est presque comme dans les usines de voitures, ça bouge très vite et la degré de préfabrication, c'est environ 85-90%. Et ici, on peut voir la cuisine est déjà, les escaliers, tout est fini dans l'usine, et même les salles à bain, tout est préfabriqué. Et ici, c'est la trique de Toyota. À gauche, on a une porte et on prend les parts. Et ici, à droite, on a la ligne d'assemblage. Alors, c'est très court. C'est le même système de Toyota Motor Corporation et Toyota Home Corporation. C'est toujours la même situation. Et ici, c'est le contrôle final de qualité par exemple, une unité spatiale avec une salle de bain. Alors, assemblage, ce chantier, c'est très vite. Ça dure seulement 4-6 heures pour un bâtiment à 2 étages et environ 150 mètres carrés. Et maintenant aussi, on peut désassembler les bâtiments parce que c'est comme les métapolistes, c'est une module. Et en effet, c'était Kurokawa qui est venu plusieurs fois dans le laboratoire du professeur Uchida. Il a discuté avec professeur Uchida comment faire les systèmes modulaires. Et maintenant, on peut désassembler et on peut renouveler les modules qui on a désassemblés, on peut assembler de nouveau. Ou on pourrait vendre les modules comme on veut. Parce que maintenant, la société en Japon, ça change très, très vite.
Alors, on a un problème, on ne peut pas acheter une autre maison, alors on fait un voyage, peut-être comme 2 semaines, et pendant le voyage, la compagnie va désassembler et renouveler les éléments et après assembler de nouveau. Et si on retourne des vacances, on a le même bâtiment mais renouvelé, rénovation. Et je pense que c'est aussi écologique parce que le plus grand problème maintenant, c'est que tous les déchets de tout le monde, c'est environ la moitié ou quelquefois 60-70% de tous les déchets sont les déchets de construction, matériaux de construction. Ça devient un très grand problème dans le futur. Et ici, c'est un système allemand, mais c'est pas préfabriqué automatiquement, mais je veux seulement montrer que cette compagnie est spécialisée sur les hôpitaux. Alors les hôpitaux, ils ne peuvent pas arrêter les services. Alors on peut construire pendant la nuit une nouvelle, salle d'intervention. C'est très vite parce qu'on ne peut pas arrêter les hôpitaux et la technologie change beaucoup, alors on seulement installe un nouvel modèle. Et ça, c'était, comme j'étais arrivé au Japon, je ne pourrais pas parler japonais parce que j'ai travaillé à Barcelone et dessiné une maison à Barcelone. J'ai essayé d'apprendre l'espagnol, le catalan. Et alors, comme j'étais installé dans une comité national au Japon, j'ai fait une petite manga. Les Japonais, ils aiment le manga, et moi, j'ai fait le manga il y a 29 années. Et après peut-être 10 années après cette manga, on a vraiment réalisé presque la même situation. Premièrement, on a développé les robots pour une tâche, par exemple les robots pour nettoyage de fenêtres, de la façade, pour la nouvelle peinture, nouvelle couleur de façade, ou pour finissage de béton, ou aussi une autre compagnie, finissage de béton, transport logistique sur le chantier, et pour exemple pour mettre quelque chose contre le feu, la résistance contre le feu avec une, fire protection. Et parce que ça, c'est une tâche très grave pour les humains. C'est aussi pas bon pour la santé parce que les petites fibres entrent dans le corps, c'est pas bon. Et aussi une autre tâche qui est pas bon pour les travailleurs sur le chantier, c'est toutes les tâches qui sont au-dessus de la tête. Alors on a développé beaucoup de robots de assemblage de qu'est-ce que c'est, plafond? Plafond, oui. Ok, ce sont les robots j'ai travaillé en effet chez Shimizu, c'était une des plus grandes compagnies japonaises. J'ai travaillé pour 3 années dans le centre de recherche où on a développé beaucoup de robots. Et à gauche, le robot rouge, j'ai développé à Munich. Mais le problème, c'est avec les robots, en Allemagne, ils ne sont pas beaucoup utilisés parce que sur le chantier, on utilise beaucoup des ouvriers. On utilise beaucoup des ouvriers de l'Est et du Sud-Est. Après la mur de Berlin était chutée, on a utilisé beaucoup des ouvriers de l'Est et du Sud-Est. Et je pense que c'est un problème parce que si on a des ouvriers qui sont mal payés, on ne développe pas la technologie avancée. Et je pense, à mon avis, l'Europe peut seulement survivre dans la future, dans le concours avec les Chinois, si on développe des technologies avancées et si on paie, comme en France, un salaire comme 8,50 €, je pense que c'est la seule possibilité. Parce que maintenant, en Allemagne, on a le problème que notre salaire sont très bas.
Et ça, c'est pas une bonne politique, je pense. On ne peut pas devenir riche dans la future et on doit changer, je pense, plus que France, parce qu'ici, on gagne une propre salaire et à cause de ça, on doit développer les technologies avancées pour payer beaucoup de salaires. C'est mon avis. Ok, c'était le robot qu'on a développé à Munich, mais on n'a pas utilisé à cause des ouvriers bon marché. Mais on pourrait faire ça. On pourrait faire toute une famille qui fait la finissage de l'intérieur dans les chantiers. C'est tout possible technologiquement. En Corée, on a décidé aussi maintenant, il y a quelques années, de développer les robots en PTP comme les Japonais. Et aussi, on a eu un projet avec Samsung, parce que Samsung, c'est une compagnie très intéressante. Ça a aussi une filiale de construction et des robots, et c'est très intéressant. Alors ici, on a développé un système pour assemblage des plafonds. Et ici, vous verrez aussi les autres robots pour finissage de fenêtres, la peinture, nettoyage ou assemblage des façades. Ou ici, on pourrait, parce que l'assemblage de panneaux de façade, c'est très difficile sur le chantier. Alors, si on utilise le robot comme ça, il n'y a pas d'accident. Et ici, j'ai travaillé aussi pour ces robots, parce que le problème, c'est si on construit une gratte-ciel, c'est le panneau qui tourne dans le vent. Alors, je l'ai traité comme un avion avec deux moteurs, un biplane, et j'ai installé une autopilot. Alors, c'était toujours dans la propre orientation que le panneau est arrivé. Même le vent a changé. C'était pas un problème. C'est comme une autopilote, un avion qui s'atterrisse à l'aéroport. Et aussi en Corée, un autre robot pour assemblage des panneaux, des façades. Mais c'est pas très idéal. J'ai critiqué ça parce que on prit seulement une machine qui existe déjà et on utilise ça pour assembler le panneau. Mais ça, c'est pas optimal parce qu'on doit développer une toute nouvelle kinématique. C'est la même que la première voiture on a développé il y a 100 années, 150 années. C'était comme le chariot. C'est pas la propre technologie. On doit tout faire une révolution dans tous les aspects de dessin, de technologie de production. Et ici, c'était une part de ma thèse de doctorat. Alors, j'ai redessiné les systèmes, par exemple, d'assemblage, de façade sur la structure, et le fait plus simple et pour achever un assemblage robotique. Et si vous verrez un chantier automatisé par la compagnie de Obayashi, le robot pourrait, avec ma dessin de nouveau, que j'appelais Robot Oriented Design, on pourrait assembler automatiquement un panneau de cette façade. Et ici, vous verrez les robots de nettoyage, c'est à Yokohama, Landmark Tower. Et aussi pour les petits bâtiments, par exemple, il existe beaucoup de petites compagnies, seulement 3, 5 ouvriers, qui assemblaient les bâtiments. Mais ces très petites compagnies de moins de 10 personnes n'ont pas les finances d'acheter l'équipement de la construction. Alors ici, on a développé seulement un système avec hydraulic checks. Qu'est-ce que c'est hydraulic check? Pour pousser hydraulique. Un système hydraulique pour pousser qu'est-ce que c'est? Vérin? Vérin. Ok. Vérin. Et ce système, Vérin, deux personnes peuvent l'installer.
Alors, on n'a pas besoin d'une crue. On peut travailler seulement avec une petite camion pour transporter les panneaux et les vérins. C'est très simple. Alors, on construit premièrement, initialement la toiture et après la deuxième étage et finalement le premier étage. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut travailler toujours au rez-de-chaussée. C'est très bien utile. Et aussi en chinois, finalement, il y a 10 années, j'ai présenté en chinois la technologie. Une petite compagnie qui s'appelle Broad à Changsha a commencé à utiliser des assemblages très vite. Et c'était dans la expo de Shanghai. Dans un jour, on a construit cet pavillon. Et après, dans une semaine, un hôtel de 15 étages. C'était un assemblage la plus vite en Chine. Et après, et vous voyez, les dessins sont très différents. C'est aussi très fort pour le tremblement de terre. Et tous les détails, j'ai consulté cette compagnie avec les détails pour le robot oriented design. Même on n'a pas utilisé les robots, mais c'était seulement les crues, mais on était très très vite. On a construit un autre gratte-ciel de 30 étages en 2 semaines et maintenant, j'ai justement rencontré le président de cette compagnie. Maintenant, il veut construire une gratte-ciel à 200 étages en 3 mois. Ça serait intéressant. Ici, vous voyez aussi, c'est la logistique est très compacte. Ok, c'est l'assemblage de bâtiments à 30 étages en 2 semaines. Et fini. Ok, et ça, c'est le prochain projet, 220 étages. On va finir environ 3 mois. Mais je pense que ça marche pas. Je pense que ça dure environ 6 mois. Mais c'est très, très vite. Hein. Et je pense que c'est intéressant parce que l'investissement de ces grands bâtiments est énorme. Alors, si on pourrait finir très vite, on n'a pas besoin de beaucoup de finances. Et aussi, c'est pas seulement une gratte-ciel, c'est aussi une ville verticale parce que en Chine de l'Est, on a le problème qu'on va construire les bâtiments, mais dans la même terroir, on doit produire toutes les légumes et tout ça. Alors ça devient un problème. Maintenant, on a l'idée dans le ministère de construction en Beijing de développer les villes verticales. Alors c'est ça. Ok, ça c'était le premier prototype chez Shimizu Corporation où je travaillais pour 3 années. Le premier prototype pour un assemblage automatique, c'était 88 et 4 années après, en 92, on a essayé la première fois d'assembler un bâtiment pour une banque à Nagoya. Et ici, vous voyez, c'était un très bel chantier et c'était fini dans 8 mois pour 30 étages. Et ici, la logistique pour tous les éléments et tout après on a attaché tous les éléments. Tout le processus était automatiquement. Et ici, vous voyez aussi le même détail avec le change, on a changé les joindres
pour achever l'assemblage automatiquement. Et l'avantage de ce système, normalement, on peut installer peut-être une ou deux crues, mais ici, on a utilisé 15 robots simultanément. Ça veut dire ça est plus vite. Et dans les autres chantiers, on a utilisé plus que 20 robots qui travaillaient assemblés parallèlement, simultanément. Et tout le système de production, c'était un système modulaire. On pourrait configurer à cause de chaque dessin, par exemple comme ça, même les bâtiments sont pas rectangulaires. Et cette compagnie a choisi une autre solution de très grandes crues qu'on utilise aussi sur les chantiers navals. Mais le désavantage, c'est ils sont trop lourds, ils sont très lentement. Alors, je pense que l'autre système de Shimizu est plus intelligent parce qu'on pourrait achever 20 assemblages parallèlement, à la même temps. Et c'est une autre compagnie qui pousse toute la toite et installe entre les colonnes la prochaine colonne. Ça dépend de compagnie, chaque compagnie a sa propre système de production. Et ici, c'est la chambre de contrôle de tout le chantier. Et on trouve sur le chantier automatisé, robotisé, beaucoup plus de femmes qui travaillent là parce que maintenant, c'est seulement la programmation des robots, le contrôle des robots. Parce que c'est pas une tâche très lourde, très forte. Alors, plus de femmes préfèrent travailler sur le chantier automatisé. Et ça, c'est un système différent. On construit premièrement la toit et on pousse tout. Mais le problème, c'est la capacité des vérins. OK. Et alors, on peut seulement achever vers 15 étages seulement. On ne pourrait pas achever, par exemple, 40 étages comme l'autre système. Mais l'avantage, c'est que tout pourrait assembler au niveau de terre ici. Et tous les mécaniciens sont développés spécialement pour ce système seulement. Ça veut dire on ne peut pas utiliser les équipements qui existent déjà. C'est un nouvel développement des équipements, des machines. Et maintenant, dans les chantiers conventionnels, où on n'utilise pas tout automatisé, on utilise la logistique maintenant. La logistique est automatisée même sur le chantier conventionnel. Par exemple, ici, c'est le Modo bâtiment à Shinjuku. On a un automatisme pour la logistique des éléments de façade, assemblage de la façade et la logistique des façades. Et vous connaissez le Modo, bâtiment Modo. C'était dessiné par, je pense, Tange Junior, le fils de Tange. Et aussi en Corée, on a essayé un assemblage automatisé. Et les Coréens ont utilisé la technologie traditionnelle et ont fait un mélange avec la technologie robotique, une grue robotique pour assemblage, et fait les connexions. Et maintenant, on a la désassemblage. Il y a 6 années, ça a commencé au Japon. On ne peut pas désassembler, détruire les bâtiments comme en Europe, à cause du bruit, à cause de poussière, à cause de poussière et bruit. On ne peut pas faire l'implosion comme dans les États-Unis. Alors, on coupe, dans cet exemple, on coupe le bâtiment au rez-de-chaussée et le laisse en bas. Alors, ça veut dire la toit est la dernière pour assembler s'il arrive en bas et on pourrait désassembler tous les intérieurs et sortir dans différentes catégories, 30 différentes catégories. Par exemple,
qu'est-ce que c'est? Carpet. Le sol, et tous les plafonds électriques et toutes les murs intérieurs. On peut sortir en 30 différentes catégories et on peut réutiliser 93% de tous les matériaux. Et ça, c'est un record mondial parce que les Japonais, ils n'ont pas de ressources naturelles. Alors maintenant, les Japonais commencent à recycler tous les bâtiments et tous les déchets dans la paix. Alors, je pense que c'est très intéressant dans la future, parce que nous avons le problème dans la future avec la croissance de population du monde. On ne peut pas continuer comme ça. Par exemple, seulement la production des ciments en Chine, c'est environ 10% de toute l'énergie de tout le monde. Alors, ça veut dire on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'on doit réutiliser, recycler tous les déchets. Et les Japonais, ils sont trop avancés maintenant, depuis 6 années. Alors, c'est la même compagnie qui a développé le système, qui a produit premièrement la toile et poussé la toiture. Et maintenant, ils coupent et laissent en bas tout le bâtiment. Et notre compagnie fait l'autre développement, il coupe la toiture et ça va en bas. Comme ça, on coupe tout ça. Et aussi, ce chantier, on n'a pas beaucoup de bruit, on peut voir seulement 50 décibels. On ne réalise pas si on promène, on ne réalise pas que la condition d'un chantier de démolition. C'est très différent. Pas de poussière, pas de bruit. Et ici, c'était Akasaka Prince Hotel. On a désassemblé, ça a commencé en décembre et c'est fini maintenant en février de cette année. Et aussi, on voit le système de désassemblage. Aussi, le recyclage, degré de recyclage, c'est environ 4-10%. En Europe, peut-être le plus avancé, c'est les Scandinaviens, par exemple les Suédois, comme NCC. Ils ont développé un système de préfabrication et assemblage sur le chantier. Et les conditions de travail sont très agréables. Je pense que les Scandinaviens ont aussi une policy très innovative. Et ils ont une welfare state et ils sont très avancés avec la technologie. Et ici, je connais ce système et j'ai travaillé avec eux depuis plusieurs années. Et c'est très agréable de travailler dans cette usine. Ça, c'est une, comment dire, comme le navette Hoovercraft navette. Oui, on peut seulement pousser avec une main. Seulement avec la main, c'est très facile de transporter les lourds éléments en béton, pas un problème dans la usine. Aussi la finissage, la cuisine, mais seulement sur les panneaux. Et je pense que c'est meilleur que les Japonais parce que on n'a pas besoin de beaucoup de transport sur la route. On peut par exemple avec 5 transports, on peut faire que les Japonais, ils ont besoin de 15 à cause du système de panneaux. Assemblage est pas automatisé, mais télécommandé. Mais les Scandinaviens, ils veulent construire toute l'année. Parce que le problème, c'est l'hiver qui est très dur et dure plus que 6 mois. Alors, dans la future, ils veulent construire toute l'année. C'est la motivation. C'est l'autre compagnie suédoise, Skanska, aussi très innovative. Ils ont copié le système de Kajima, mais ils utilisent les panneaux plus grands. Comme on utilise en Europe, ils sont environ 12 mètres longs. Alors c'est typique pour l'Europe. Les Japonais utilisent plus les plus petits éléments. C'est la tradition, la dimension des mats de tatami. C'est presque le même système.
Mais en Europe, on préfère les grands panneaux. Et aussi en Hollande, c'était le plus grand centre médical en Hollande, à Rotterdam. Le problème, c'était ici, on va installer une crue. On doit arrêter tout le service de l'hôpital parce qu'il existe une régulation. Si quelque chose tombe, on doit considérer un degré de 12 degrés pour tomber un panneau de plusieurs tonnes. Alors, on ne pourrait pas faire ça. Alors, j'ai proposé, on pourrait faire une construction presque automatisée, mais c'est télécommandé. Presque comme les Japonais. Et aussi dans la future, je pense, c'était un dessin, comme j'étais à Shimizu, on a dessiné un hôtel dans l'espace. Et aussi quelques robots qui ont peut-être, c'était une compagnie de construction, c'est intéressant, hein, comment construire. Mais moi, je pense que c'est intéressant maintenant pour la vieillissage de la société. Pourquoi? Vieillissement de la société. C'est un très grand problème en Allemagne, peut-être aussi en France. Et pourquoi je trouve que la robotique spatiale est intéressante pour le vieillissement de la société? Parce que les robots qui sont développés pour l'espace, ils sont très légers, parce que ça coûte cher. Si on pourrait transporter les robots industriels, c'est pas possible. Alors ils sont très légers, alors on peut utiliser dans chaque maison, dans chaque appartement. Le problème, c'est seulement le prix, c'est un peu cher parce que c'est fait par les fibres de charbon. Et aussi, alors le développement, on a une relation entre les fauteuils pour les astronautes et les fauteuils roulants pour et aussi la toilette. C'est la toilette à gauche, c'est la toilette de la station spatiale de Russie. Et on a utilisé aussi le recyclage dans la technologie des toilettes au Japon. Et aussi cette toilette pourrait avoir quelques capteurs médicaux pour analyser si on a un problème. OK. Et maintenant, j'ai une autre recherche à mon laboratoire. On développe maintenant la mur mécatronisée parce que les personnes âgées, ils ne veulent pas déménager. Ils veulent rester dans son propre appartement. Mais comment faire? Parce que les appartements sont très vieilles, on n'a pas la technologie avancée. Alors, on a développé c'est pas une mur, mais c'est seulement 300 centimètres épaisseur. Et on peut mettre dans chaque appartement qui existe, et ça comprend les communications pour la consultation de télémédecine, et aussi pour la lumière pour les personnes qui ont la maladie de démence, parce qu'avec la lumière, on peut contrôler que les personnes qui ont la maladie de démence ne sortent pas. S'il y a en hiver, par exemple, ils sortent avec le pyjama, il a 15 degrés sous zéro, et ça a un problème. Mais on peut les arrêter avec la lumière. Et aussi, pour les âgés, c'est difficile de mettre les chaussures. Alors, on a développé un robot qui aide à mettre les chaussures. Ça c'est difficile pour les âgés. Alors, ça devient une mur robotisée, mécatronisée. Et on peut faire une configuration parce que chaque appartement qui existe est différent. Et ça, c'est tout modulaire. Alors, on peut produire en grande quantité pour réduire les coûts. Et c'est le prototype final. Maintenant, les Italiens, ils l'utilisent à Milano et Bologna. Milano et Bologna. Alors, c'était développé pour les compagnies Italie du Nord. Ils s'utilisent maintenant dans les appartements des personnes âgées. Aussi, un problème, c'est toutes les
les équipements pour les gens qui sont handicapés, et ils sont très aveugles. Alors, on développe des systèmes qui sont bien dessinés. Par exemple, pour standing up, pour se lever. Et aussi, beaucoup des accidents arrivent pendant la nuit. Pendant la nuit, on cherche la lumière, on ne trouve pas la lumière, et là, beaucoup de personnes se tombent pendant la nuit. Et maintenant, cette machine détecte le mouvement et montre la rue vers la salle de bain. Et aussi notre bien dessiné équipement pour s'élever. Et ce sont les autres prototypes qui existent déjà au Japon. Moi j'ai travaillé dans le deuxième de droite. C'était une machine parce que dans les hôpitaux, par exemple, c'est très difficile pour le personnel de changer les textiles comment dire, bed linen. Exchange bed linen. Changer la trappe. Alors, avec cet équipement, on peut changer le patient, l'homme, et on peut facilement changer la trappe. Et aussi, c'est difficile pour les âgés, parce que, par exemple, cette femme à gauche, elle a rangé toutes les choses qu'elle a besoin pour cuisiner dans cette coin. Elle n'utilise pas les choses au-dessous ou là-bas, parce qu'elle ne peut pas rattraper. Ok, merci. Alors, on a développé comment dire, comme un ascenseur. Elevator shelf. Ok. Alors, ce qu'on a besoin, automatiquement dans la propre hauteur. C'est aussi bien utile pour les personnes qui sont dans la fauteuil roulante. Alors, les meubles deviennent des machines ou des robots. Mais aussi pour les jeunes gens, c'est bien utile parce que maintenant, on travaille, toutes les mariés travaillent. On n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper avec les tâches à la maison. Alors, si la maison peut-être devient un système automatique, on a beaucoup plus de temps. Et si, par exemple, pour cuisiner, une cuisine robotique assistée par les robots, et aussi une autre solution, un peu comme dans les avions, avec un service, parce que les personnes âgées n'achètent pas les propres légumes, alors c'est un système de mettre les propres nourriture, service de mettre les propres nourriture, comme dans les avions. Et c'est tout modulaire. Et ça, c'est l'autre solution. On peut entrer avec une fauteuil roulante et là, alors ça configure automatiquement autour de le fauteuil roulant. Et ça, c'est une autre solution pour une salle de bain. On peut utiliser très facilement avec une fauteuil roulante. Et aussi, les fauteuils roulants, ils sont aveugles. Alors, on a proposé un dessin qui est plus agréable, afin que pas stigmatiser les handicapés. Et on va intégrer les robots. Par exemple, on ne peut pas bouger horizontalement avec un fauteuil roulant. Alors, le robot bouge toutes les fauteuils roulants, à gauche, à droite, pour cuisiner. Et dans la future, je pense, les âgés aussi veulent contribuer la participation sociale, c'est très important pour les âgés. Et maintenant, je pense à un système où ils pourraient devenir
comment dire, une consultation pour les jeunes ouvriers, parce que les âgés ont beaucoup d'expérience. Alors maintenant, on développe un système pour avoir la possibilité des âgés de contribuer à la société. Et maintenant aussi la technologie, c'est très avantage. On a maintenant les fabrications mini-fabriques ou desktop production ou 3D printing. On pourrait produire quelque chose chez soi-même. Alors ça veut dire on pourrait encore contribuer à la société. Et maintenant on désigne une station à la maison où on peut travailler chez soi et contribuer à la société même après retirement. Retraite, après la retraite. Parce que si je discute avec les âgés, ils me disent qu'ils veulent contribuer, ils ne veulent pas arrêter. Alors maintenant, on discute avec les âgés, comment faire, qu'est-ce que vous voulez avoir chez vous, et alors on désigne cette station pour les travaux à la maison. Et aussi, je pense, intéressant, c'est le développement des robots. C'est des robots comme les automata en France, de Chaketro et Boncosan. Et c'est une karakuri, robot en chapeau. Et ces robots est un peu différent que les automata en France parce que cette karakuri, il fait le faux comme humain. Mais les karakuri de Boncosan et Chaketro, ils sont parfaits. Ils tournent parfaitement, mais cet robot qui fait le kyudo, il a une fond dedans. Et ça veut dire c'était pas pour les aristocrates, c'était pour amusement de peuple commun dans les villes. Ok, vous connaissez peut-être Transformer ou tout ça, ou Pacific Rim. Beaucoup des idées qui viennent de ça, et je pense dans la future peut-être on a des choses comme les gatailles, on peut changer dans toutes les formes et fonctions. Et peut-être aussi l'architecture devient comme ça dans la future. Pas seulement pour une fonction, mais peut-être plusieurs fonctions. Et peut-être c'est très bien utile pour l'écologie parce qu'on ne peut pas détruire les bâtiments et construire notre bâtiment dans le futur à cause de problèmes de ressources. Et la prochaine étape, c'est peut-être les robots humanoïdes, exosquelettons, qui travaillent avec humains. Alors maintenant, on parle de temps, mais ça dépend. J'ai quelques projets de mes étudiants, mais on n'a pas le temps maintenant. Quelques minutes, ok, je peux montrer très vite. Moi, j'enseigne maintenant une cours automatisation, robotique et services chez les étudiants de 10 disciplines. Et ça, c'est que mes étudiants dessinent chez moi. Et vous pourrez aussi visiter ma site, ma homepage. Et je fais toujours un mélange entre l'architecte, génie civil, mécanicien, électricien, informaticien, toutes les disciplines différentes travaillent ensemble dans un groupe, une tâche spéciale. Alors il va développer des systèmes, pas seulement le dessin, mais plus que le maître de cathédrale gothique, il doit aussi présenter la production et tout ça. Ok, et ça c'est pour vieillissement de société. C'est aussi une idée d'un groupe des étudiants, comment on pourrait cuisiner avec si on est confié dans une fauteuil roulante,
Alors tout va venir chez l'endroit où se trouve le fauteuil roulant, et tout automatiquement. Ou pour dormir, et pour le service, et pour la station de travail. Ok, ça, on peut rénover des appartements qui existent avec ce module. Alors les gens âgés, les personnes âgées ne doivent pas déménager. Et moi je pense, c'est comme un peu comme Jean Prouvé, comme j'étais chez lui, et j'ai fait une analyse de Maison du Peuple de Clichy, et tout était mobile. La toiture était mobile, les plafonds, les planchers étaient mobiles, les murs intérieurs étaient mobiles. C'était très avancé. Il a construit et dessiné ça dans les 30-36, le dernier siècle. Alors je pense, la tradition en France, c'est magnifique, des personnes que Jean Prouvé. Et il m'a dit, on doit toujours utiliser la technologie de production la plus avancée. Alors je pense, si vous faites comme Jean Prouvé, maintenant vous pensez, qu'est-ce que la technologie de la future de production? Alors vous trouvez de nouveaux dessins comme Jean Prouvé a trouvé. Il était énormément avancé. Il était la première personne qui a introduit la soudage et toutes les formes, c'est spécial, hein, c'est magnifique. Hein. Alors j'ai recherché ça et aussi l'assemblage était très intéressant. Tous les détails bien pensés, facile à assembler et aussi les dessins aérodynamiques à cause comme il pleut, ça entre pas entre les joints. Et tout bien réfléchi, une esthétique énormément. À cause, c'est esthétique, c'est à cause, parce que j'ai visité sa usine à Maxéville, près de Nancy, et c'était l'outil qui a décidé la forme. C'est très intéressant. Alors il a trouvé une nouvelle forme, une nouvelle esthétique, à cause des outils qu'il a utilisés. Ici, c'était le mécanicien de plancher, c'est très intéressant. Toute Maison du Peuple à Clichy, ici. Alors, je pense, vous êtes dans la meilleur endroit ici, étudier à Paris. Chez professeur Marc Tillet. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres professeurs tout à fait compétents dans l'école. Voilà. Donc, merci beaucoup, Thomas. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a parmi les quelques personnes qui nous restent encore? Est-ce que vous avez des questions sur ce monde de l'innovation qui se déroule? Finalement, c'est un développement qui est mondial, hein, qui vous voyez. Donc, des questions, non? Bon, écoutez, vous pouvez toujours venir parler avec Monsieur Bock, là, si vous le souhaitez. Hein. Vous pourriez envoyer un email chez moi. Si vous avez des questions, si certains d'entre vous ont envie d'aller étudier à Munich. Je pense à un endroit très très intéressant, le laboratoire que j'ai visité plusieurs fois. Enfin, moi, j'ai participé à des workshops, donc à l'université de Munich, là, dans l'université de technologie, et les workshops sont très intéressants où les étudiants fabriquent des choses qui se montent, qui se déplacent. Enfin, il y a tout un monde un peu aussi de l'éphémère, de la réflexion sur les assemblages, quoi. Voilà. Donc, merci à tout le monde, et puis, à très bientôt pour la prochaine conférence. Voilà. Au revoir.